Estoy en los albores de mi vida, virgen de toda experiencia. Me llamo V y a mis 5 años espero el amor. Los padres son una muralla para sus hijas. El mío solo es una corriente de aire. Más que una presencia física, recuerdo el aroma a vetiver que impregna el cuarto de baño por la mañana. Objetos masculinos aquí y allá, una corbata, un reloj de pulsera, una camisa, un encendedor DuPont, una manera de sujetar el cigarrillo entre el índice y el corazón, bastante lejos del filtro, una forma de hablar siempre irónica, tanto que nunca sé si bromea o no, se marcha temprano y vuelve tarde. Es un hombre ocupado. Mi madre me concibió a la temprana edad de 20 años. Es guapa, con el pelo de un rubio escandinavo, la cara dulce, los ojos azul claro, una figura esbelta con curvas femeninas y una bonita voz. Mi adoración por ella no tiene límites. Es mi sol y mi alegría. Mis padres hacen buena pareja. Mi abuela suele repetirlo aludiendo a sus físicos de cine. Deberíamos ser felices, pero los recuerdos de nuestra vida en común, en el departamento en el que vivo brevemente la ilusión de una familia unida, son una auténtica pesadilla. Por las noches, escondida debajo de las mantas, oigo a mi padre gritar y decirle a mi madre, guarra o puta, sin entender el motivo. A la menor ocasión, por un detalle, una mirada o una simple palabra fuera de lugar, le da un ataque de celos. En cuestión de segundos, las paredes empiezan a temblar, los platos vuelan y oigo portazos. Es un maníaco obsesivo que no tolera que movamos un objeto sin su consentimiento. Un día, mi madre tomó una decisión irrevocable. Aprovechando mi estancia en un campamento de verano que planificó en secreto para llevar a cabo nuestra mudanza, deja a mi padre para siempre. Libre es el tirano doméstico, nuestra vida da un giro apasionante. Ahora vivimos en una buhardilla, habitaciones de criada reformadas. En la mía apenas puedes ponerte de pie, pero hay rincones secretos por todas partes. Una noche, cuando tengo 13 años, mi madre me lleva a una cena a la que han invitado a varias personalidades del mundillo literario. Él está sentado a la mesa, en un ángulo de 45 grados respecto de mí. Una presencia evidente, un hombre guapo, de edad indeterminada, aunque totalmente calvo. Su mirada no deja de espiar cada uno de mis gestos, y cuando me atrevo por fin a girarme hacia él, me sonríe. Desde el primer instante, confundo su sonrisa con una sonrisa paternal, porque es una sonrisa de hombre, y ya no tengo padre. Su voz ligeramente susurrante, ni masculina ni femenina, se introduce en mí como un encanto, un hechizo. Parece que cada inflexión, cada palabra está destinada a mí. ¿Soy la única que se da cuenta? La presencia de este hombre es colosal. Los libros de cuentos infantiles son una fuente de sabiduría. Si no, ¿por qué pasarían de una época a otra? Cenicienta intentará marcharse del baile antes de la medianoche. Caperucita Roja desconfiará del lobo y de su voz cautivadora. Blancanieves se mantendrá alejada de los cazadores y en ningún caso morderá la manzana tan roja y apetitosa que el destino le tiende. Advertencias que cualquier joven haría bien en seguir al pie de la letra. Antes incluso de saber leer y escribir, yo me fabricaba libros con todo lo que caía en mis manos: periódicos, revistas, cartón, cinta adhesiva y cordel, lo más sólidos posible. Primero el objeto, el interés por el contenido llegaría después. Hoy los observo con desconfianza. Entre los libros y yo se ha alzado una pared de vidrio. Sé que pueden ser venenosos,
Sé que lo que encierran en sí puede ser tóxico. Llevo muchos años dando vueltas en mi jaula, albergando sueños de asesinato y venganza, hasta el día en que la solución se presenta ante mis ojos como una evidencia. Atrapar al cazador en su propia trampa, encerrarlo en un libro. Gracias et surtout merci beaucoup à vous Vanessa. J'ai le sentiment lorsqu'on entend votre propre texte dans une langue étrangère, l'espagnol, ça va vous toucher énormément avec ces jeunes tout à fait talentueux. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Oui, c'est bien. Et j'espère que la traduction simultanée fonctionne. Merci à tous déjà d'être là. Et merci beaucoup pour cette lecture magnifique. Évidemment, c'est bouleversant d'entendre, quand on a écrit un texte dans sa langue, non seulement de l'entendre dans une autre langue, mais en plus de l'entendre lu à haute voix, comme ça, enfin, sur scène. Et parce que je trouve que c'est vraiment une métaphore du travail de l'écrivain entre le passage de la voix intérieure à la façon dont on lègue ensuite son texte aux autres, aux lecteurs qui vont se faire leur propre idée, finalement, et se réapproprier l'histoire qui est racontée. Et évidemment, c'est très émouvant pour moi aussi parce que, comme vous l'avez entendu dans le prologue de ce livre, j'adresse quand même ce livre en priorité à la jeunesse, en ancrant l'imaginaire du texte dans les contes de fées. Et donc évidemment de l'entendre par la voix de très jeunes lecteurs et lectrices, c'est doublement émouvant puisque c'est pour eux en priorité que j'ai écrit ce texte. Oui. Et ce texte, c'est votre premier livre, c'est Les Consentements. On va tenter aujourd'hui de relier vos deux livres, et Les Consentements et Patronyme. Et on va voir qu'il a quand même beaucoup de liens. Et vous parliez des voix, mais des voix pas la même, V-O-I-X. Mais j'ai le sentiment que pour vous, trouver la voix pour écrire ces premiers livres, ça a pris quand même beaucoup de temps. Oui, c'est vrai, c'est ce que je raconte dans Le Consentement d'ailleurs pour ceux qui l'ont lu, c'est qu'effectivement j'ai eu le sentiment d'avoir été dépossédée, pas seulement physiquement, de mon propre corps, de mon enfance ou de mon adolescence et de l'innocence qui va avec, mais aussi de ma capacité à exister dans l'écriture, qui était la grande passion de ma vie depuis que j'ai commencé à avoir des livres autour de moi. Je savais que je voulais écrire, mais la rencontre avec cet écrivain qui faisait un usage abusif aussi de la littérature et qui prenait la littérature comme alibi pour justifier des crimes, c'est quelque chose qui m'a fâchée finalement avec l'écriture pendant très longtemps. Et il a fallu, comme vous le dites évidemment, plusieurs décennies pour que j'arrive à sortir ce texte de moi qui a donc mûri très longtemps. Mais je n'ai pas de regret vis-à-vis de ça, parce que je pense que c'est le temps de maturation de chacun. Et finalement, ce livre, il est arrivé à un moment aussi où je crois que la société était prête pour entendre ce type, évidemment, de témoignages, pour ne pas le rejeter ou le dénigrer. Et c'était important aussi pour moi de l'avoir écrit à un moment de maturité où j'étais devenue moi-même mère d'un adolescent, où j'étais entourée d'adolescents chez moi et où j'avais cette possibilité de me projeter en eux et de revivre aussi les événements de ma propre jeunesse à travers eux. Donc finalement, cette distanciation, je crois qu'elle profite au texte aussi. Si j'avais écrit ce texte à 25 ans, je pense qu'il aurait été beaucoup plus empli de rage, de colère. Ça aurait été probablement un cri ou une sorte d'interjection comme ça, avec probablement encore beaucoup d'impuissance. Il aurait peut-être été moins fort, il aurait peut-être été moins universel, je pense. Et d'ailleurs, ces textes s'inscrivent dans un mouvement. Vous n'étiez pas la première, il a commencé d'ailleurs grâce à MeToo, des femmes qui ont commencé à parler. Et j'ai eu le sentiment qu'à ce moment-là, il avait beaucoup plus d'écoute, peut-être.
Oui, on a beaucoup dit que le mouvement MeToo, c'était un moment de libération de la parole des femmes, notamment, des victimes en général. Mais en réalité, c'est faux, puisque les victimes, les femmes, les enfants victimes d'abus sexuels ont toujours parlé. Ce qui a changé, en effet, à partir de 2017, c'est plutôt la libération de l'écoute, la façon dont on a modifié, en fait, dont on a créé un espace pour accueillir cette parole sans la dénigrer, comme je disais. Mais effectivement, à partir des années 2017, en France, il y a eu notamment, par exemple, un mouvement qui s'appelle les colleuses. Alors, je ne sais pas s'il a existé ici au Chili, qui consistait à faire des placards d'affiches dans les rues avec des messages de soutien aux victimes qui disaient je te crois, te creo. Et c'était vraiment très important, effectivement, pour un certain nombre de personnes comme moi, en fait, de sentir que la société était prête. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à écrire ce texte avant 2017. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à finaliser l'écriture. Et entre 2017 et 2020, qui est la date à laquelle le consentement est sorti en France, il s'était vraiment rien passé du côté de MeToo. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était très loin, de l'autre côté de l'Atlantique, qu'il y avait un mouvement qui était en train de surgir. Mais c'est un petit peu plus tard. Nous, on a toujours un peu de retard en France, par rapport en tout cas aux Américains. Et c'est vrai que on a commencé à parler vraiment de la question des abus sexuels à partir de 2020. Et d'ailleurs, on va faire certainement des allers-retours dans les temps, concernant les deux livres. Mais ce livre-là aussi, il parle d'une génération. Une génération des années après 68, 70, 80, qui avait une vision un peu très différente de tout ce qui était, par exemple, la sexualité. Alors, et aux enfants, d'ailleurs. C'est une question très compliquée parce que j'aimerais qu'il n'y ait pas de malentendu. En réalité, je ne rejette pas du tout ce qui s'est passé pendant les années 60-70, c'est-à-dire le mouvement de libération des femmes, la libération sexuelle en général, le fait que ces mouvements aient permis à un certain nombre de minorités d'obtenir un peu plus de droits, évidemment, et d'égalité. Donc j'aimerais qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus, parce qu'il y a eu évidemment des tentatives de récupération de ce discours, comme si mon livre était évidemment un rejet de ce qui s'était passé en 68. Je ne crois pas du tout, mais c'est vrai que... C'est pas du tout l'essence de ma question, d'ailleurs. Oui, je sais, mais je préfère le préciser, parce que parfois il y a des confusions à ce sujet. Mais c'est vrai que toute cette génération de parents qui avaient connu... donc ma mère a eu 18 ans en 68, donc elle a été vraiment la génération de ce qu'on a appelé en France les 68ards. Elle avait eu une éducation extrêmement étriquée dans la religion, avec aucun discours, aucune éducation sur la sexualité, ce qui était complètement tabou, sur le corps en général. Donc il y a eu cette explosion à un moment donné, dans les années 70, qui fait que... Peut-être dans l'éducation des enfants, il y a eu une volonté de la part de cette génération de parents de ne pas reproduire les mêmes erreurs que ce qui les avait étouffés comme ça pendant des générations. Et peut-être qu'il y a eu un peu d'excès qui sont allés un petit peu trop de l'autre côté, à l'autre extrémité, d'une certaine permissivité, on va dire, vis-à-vis de ces questions. Et notamment, on en a parlé souvent, d'ailleurs, avec d'autres autrices qui ont publié des textes un peu du même acabit, du même sujet que le mien, sur la nudité, par exemple. C'est vrai que c'est une génération de parents qui se montraient nus devant leurs enfants, sans avoir de respect pour la pudeur naturelle des enfants. Il y avait un certain nombre de choses comme ça. Et puis, effectivement, une liberté extrême. Moi, je n'ai jamais j'ai jamais eu de babysitter ou de personnes qui s'occupaient de moi. À partir de 7-8 ans, ma mère me disait tu vas faire des courses, tu vas te balader dans le quartier. J'étais totalement libre et j'avais effectivement une vie presque d'adulte qui était un petit peu anormale pour l'âge que j'avais. Ce qui fait que, effectivement, à 13-14 ans, quand j'ai rencontré Gabriel Matzneff, dans le regard d'un certain nombre des amis de mes parents, au fond, il n'y avait pas une grande différence pour eux, dans le regard, entre une adolescente et une adulte. Et c'est l'histoire aussi d'un milieu littéraire, mais au-delà de ça, par exemple, vous savez citer G, comme vous l'appelez
les livres. Lui, par exemple, en 1976, je crois, a écrit un livre aussi où il avoue ouvertement et la liberté, et il demande aussi à changer la loi. Et la loi devait protéger les enfants à ce moment-là. Oui, alors ça aussi, c'est un malentendu, parce que j'ai fait quelques interviews, notamment aux États-Unis, où les gens étaient persuadés que la société entière dans les années 70 était pédophile. Absolument pas. La loi était pas exactement la même qu'aujourd'hui, puisqu'il y a eu une modification très importante en 2021, mais néanmoins, la majorité sexuelle était déjà à 15 ans. Sauf qu'elle ne l'était pas pour les homosexuels, elle était à 18 ans, donc il y avait déjà un peu une espèce de double peine et de double niveau en fait, d'interprétation de qui avait le droit à la sexualité ou pas. Et effectivement, un certain nombre de militants, j'ai pas envie d'employer le mot cause, mais enfin, militants de la pédophilie, se sont infiltrés, on va dire, dans le mouvement de la libération sexuelle pour faire passer, on va dire, la pédophilie pour une orientation sexuelle normale, comme une autre. Et effectivement, vous avez raison de le rappeler, il y a eu cette pétition très importante dans les années 70 qui a été signée, donc en 74 en réalité, par la grande majorité des intellectuels les plus en vue de l'époque, y compris une femme, la plus grande féministe française, qui est Simone de Beauvoir, qui a signé cette pétition et qui demandait la dépénalisation des relations sexuelles entre mineurs et majeurs. Mais en réalité, c'était pour des raisons... En fait, il faut introduire de la nuance dans l'analyse de cette situation à l'époque. C'est que, en réalité, chacun de ces intellectuels avait des raisons très différentes de signer cette pétition. Alors, il y avait évidemment quelques écrivains pédophiles, dont Gabriel Matzneff, qui était l'auteur, en réalité, de cette pétition, mais ça, on l'a découvert beaucoup plus tard. Mais il y avait, par exemple, quelqu'un comme Simone de Beauvoir. C'est une femme qui appartenait à une génération où beaucoup de jeunes femmes, peut-être même très jeunes, parfois mineures, avaient réussi à s'extirper, on va dire, du carcan familial et du carcan de la religion, en s'échappant avec des hommes plus âgés qui avaient les moyens de les entretenir. Et donc, elle voyait à cette époque-là quand même, finalement, les relations qu'il pouvait y avoir entre une adolescente et un homme adulte comme une possibilité d'émancipation pour certaines jeunes filles. De la même manière que quelqu'un comme Roland Barthes, autre éminent intellectuel français, lui a signé cette pétition encore pour d'autres raisons, qui était la question de la dépénalisation de l'homosexualité, puisque du fait que justement un mineur de 17 ans, par exemple, ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec un adulte de plus de 18 ans. Donc à l'époque, la majorité était à 21 ans en plus, donc plutôt 22, 23 ans. Ces relations devenaient criminalisées. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine injustice puisque ce n'était pas le cas des hétérosexuels. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on analyse cette pétition dans les années 70, il y avait des mobiles un petit peu différents pour chacun de ces intellectuels. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bain et penser que tous ces intellectuels prenaient la pédophilie. Mais c'est vrai que c'est assez troublant rétrospectivement aujourd'hui pour les jeunes, notamment la génération des jeunes féministes, de voir ce texte et de voir tous ces intellectuels que nous avons lus, admirés, encensés, de voir qu'ils ont aveuglément signé ce texte qui est épouvantable. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dont vous parlez dans le livre aussi, très important, c'est que vous avez le sentiment qu'il y a aussi une absence des adultes à côté de vous. En fait, c'est pas qu'il y a une absence d'adultes, il y a presque trop d'adultes autour de nous. Mais c'est plutôt que le respect de la différence d'âge n'est pas là. Et le respect aussi de l'inégalité qu'il y a entre un enfant et un adolescent dans son développement affectif, psycho-affectif et même sexuel, évidemment. Ses connaissances de la sexualité ne sont pas du tout celles d'un adulte, évidemment. Donc il y a une espèce de négation de cette différence-là, de cette asymétrie. Et il y a peut-être aussi un mélange, peut-être un peu malsain, effectivement, de faire coexister ensemble. Moi, j'allais dans les dîners où ma mère, elle m'emmenait partout avec elle. Donc, je me retrouvais effectivement tout le temps avec des adultes. Mais je ne suis pas la seule. Hein. C'est quelque chose qui était quand même très courant, en fait, à l'époque, en tout cas dans ce milieu-là. Et c'est vrai que...
moi, j'en étais plutôt fière à l'époque, et parce que j'avais l'impression que c'était assez flatteur, évidemment, d'avoir tous ces personnes qui s'intéressaient à moi, qui me posaient des questions, qui faisaient comme si j'étais moi-même quelqu'un de très intéressant, alors que j'avais 12 ans, 13 ans. Mais il faut dire, je ne l'ai pas dit, mais très tôt, vous avez commencé à lire des livres, pas mal de livres d'ailleurs. Oui, alors c'est vrai que j'ai grandi en fait dans le milieu déjà de la littérature, puisque ma mère travaillait comme attachée de presse dans une maison d'édition. Donc j'ai grandi dans ce milieu et j'ai eu la chance, d'une certaine manière, de me retrouver dans des dîners où il y avait parfois des écrivains mondialement célèbres comme Garcia Marquez ou Umberto Eco. Ça m'est arrivé vraiment, mais j'avais 6 ans, 7 ans, et c'était tout à fait normal. Voilà, c'était ma vie. Mais je dirais que ça s'est mal terminé, effectivement, puisque jusqu'à ce dîner, dont la jeune personne qui a très bien lu tout à l'heure l'extrait du livre raconte cette première rencontre dans ce dîner où je me retrouve à un dîner d'adultes avec cet écrivain qui est un écrivain notoirement pédophile et que tout le monde invite dans un dîner mondain comme si de rien n'était et comme si ses écrits n'avaient aucune conséquence. Et il vous cachait ces livres, lui. Il ne vous laissait pas lire tous ces textes. Oui, alors là, on fait un saut dans le temps, après le début de la relation, oui, effectivement. On a parlé des 2 livres pendant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je compare d'ailleurs cette situation au conte de Barbe Bleue, où Barbe Bleue interdit en fait à sa nouvelle compagne d'entrer dans une chambre secrète dans lequel se trouvent les cadavres de toutes ces femmes précédentes. Et c'est exactement la même chose que faisait Gabriel Matzneff, puisque il enfermait dans ses livres ses précédentes victimes, dans son journal intime. Pardon, je suis désolée, je vais devoir boire une gorgée. Je suis désolée, c'est la lumière et la chaleur qui me dessèche la gorge. Mais donc en tout cas, ce conte, dans mon imaginaire, a beaucoup compté effectivement le conte de Barbe Bleue, parce que c'est pour moi la métaphore de l'écriture et du secret, qui va jouer un rôle important d'ailleurs dans les 2 livres dont on va parler. Mais je suis désolée, j'arrive pas à retrouver ma voix. Eduardo, aidez-moi. Meubler 2 minutes. Non, il parle de ça, mais surtout, il a quelque chose d'important, parce qu'on va arriver bientôt, parce que on doit pas parler des patronymes, mais les 2 livres sont complètement liés tout à l'heure. Vous avez parlé aussi d'une année. Là, je saute encore beaucoup plus loin. 2021, pardon, 2021. 2020, peut-être. 2020, c'est les livres ont été publiés. Et justement, quels sont les liens entre 2020 et votre livre patronyme? Parce qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier qui est arrivé à ce moment-là. Alors, en fait, c'est vrai que c'est un lien qui est presque cosmique. Parfois, les planètes s'alignent d'une manière assez étrange dans la vie. Il y a des moments où tout converge comme ça, et il y a ce moment où je réussis effectivement enfin à sortir de moi ce récit qu'est le consentement, et en ayant une peur terrible du backlash et d'être absolument démolie par la critique masculine qui est toujours en place dans le milieu littéraire, qui a beaucoup soutenu Gabriel Matzneff, etc. Finalement, c'est exactement l'inverse qui se produit pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, puisque 2017 est passé par là, et en fait le regard de la société a complètement changé. Il y a un phénomène médiatique extraordinaire qui se produit autour du livre, mais 4 jours après sa publication, on m'apprend la mort de mon père. Mon père qui, donc, comme vous l'avez entendu dans l'extrait qui a été lu tout à l'heure, occupe un petit chapitre du livre, et dont je fais un portrait assez terrible, puisque c'est un père, on peut dire, complètement défaillant. Et il meurt quelques jours après donc, la sortie de mon livre. Et les 2 événements se télescopent de manière extrêmement violente. Et la première chose que je pense, c'est qu'en fait, mon père s'est suicidé après avoir lu mon livre. Et il faut dire que je n'avais pas vu en fait, mon père depuis une dizaine d'années, au moment où le consentement est sorti. Donc ça a été absolument bouleversant, parce qu'il y avait à la fois
phénomène autour du livre qui m'appelait, qui me demandait toute mon énergie, parce qu'il fallait que je défende ce livre. Et c'était tellement important ce qui était en train de se passer, pas pour moi individuellement, mais pour la société, collectivement. Et en même temps, j'étais dévastée par le fait que mon père venait de mourir très brutalement. Étant fille unique, il fallait que je vide son appartement. Donc j'étais tout d'un coup propulsée dans sa vie intime, alors qu'il était devenu quasiment un étranger pour moi. Je n'avais aucun lien avec lui. Et je me retrouve dans cet appartement à devoir être confrontée à la fois à sa vie intime, mais aussi à tout un tas d'autres secrets de famille que je découvre à ce moment-là et dont je ne peux absolument pas parler dans les médias, puisque je parlais du consentement et de tout à fait un autre sujet. Donc ça m'a demandé un peu à un moment d'être un peu schizophrène, d'avoir deux cerveaux au même moment pour arriver à digérer cet événement. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai finalement écrit mon deuxième livre 2 ans après, parce que la vie du consentement a été très longue, la promotion aussi du consentement a été très longue, et j'ai vraiment dû refouler toutes les découvertes que j'ai faites dans cet appartement pour pouvoir y retourner à tête reposée un peu plus tard. Oui. Et j'ai le sentiment quand même peut-être que ces livres-là, rapidement vous avez su que vous deviez écrire cet ouvrage-là, Patronyme. Alors, je ne suis pas sûre de l'avoir su tout de suite. C'est vrai que c'était tellement presque un moment surréel de me retrouver dans cet appartement que je décris un peu comme une sorte de montagne russe ou vous savez, ces fêtes foraines un peu lugubres où on rentre dans le train fantôme et puis dans chaque espace, il y a de nouvelles surprises, des choses de plus en plus effrayantes. Et là, c'était pourtant un tout petit appartement, là où vivait mon père. Il y avait 2 pièces, et chaque pièce était vraiment porteuse de secrets. Alors, on revient au conte de Barbe Bleue. Il y avait donc la chambre de ma grand-mère, qui était un endroit tout à fait... parce que ce que j'ai oublié de préciser, évidemment, parce que vous n'avez pas encore lu le livre probablement, c'est que mon père était revenu en fait habiter chez ses propres parents, donc chez mes grands-parents, à l'âge de 50 ans, après avoir perdu son travail. Il était devenu un peu une espèce de SDF qui avait été expulsé de son appartement. Il s'était retrouvé à la rue et ma grand-mère l'avait recueilli. Elle était encore en vie à l'époque. Elle l'a recueilli chez lui. Il était censé y rester seulement quelques mois, le temps de se retourner, trouver un travail. Et en fait, il y est resté 20 ans sans rien faire. Et il s'est fossilisé de plus en plus dans cet appartement qui était tout petit espace, 2 pièces. Et il y avait donc, quand j'ai ouvert l'appartement, le salon, l'ancien salon de mes grands-parents qu'occupait mon père et qu'il avait complètement préempté comme étant sa chambre et où il avait accumulé des milliers de choses puisqu'il était atteint d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Diogène. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se dit aussi de la même manière ici au Chili, mais et qui est assez spectaculaire quand on le voit. C'est une propension que des personnes âgées souvent ont quand elles sont dans une grande solitude à accumuler des objets qui sont totalement inutiles, mais par peur d'une sorte de précarité. On ne sait pas très bien en fait exactement quelle est la raison de cette accumulation. Donc il y avait cette pièce-là, et puis l'autre pièce c'était un peu comme le film d'Hitchcock, Psychose. L'autre pièce était la chambre de ma grand-mère qui était en revanche propre, aérée. Le lit était fait de ma grand-mère. Et j'ai compris que mon père continuait à entretenir cette pièce où avait vécu sa propre mère d'une façon dévote, comme s'il continuait en fait comme presque à lui porter une sorte de culte, et il vivait en réalité avec son fantôme puisqu'il avait même refusé d'occuper cette chambre alors qu'elle était libre, et il continuait à dormir dans le salon sur le canapé là où on a trouvé son corps. Donc déjà l'espace était très particulier en soi, la topographie était assez étrange, et là pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a interrogée et qui était très littéraire d'une certaine manière, enfin qui était déjà potentiellement une sorte d'ouvroir potentiel de littérature. Il y avait ces 2 pièces où derrière chaque porte il y avait des récits qui commençaient déjà à se constituer. Mais je n'ai pas été tout de suite capable d'entrevoir à ce moment-là qu'il y aurait un livre qui sortirait de cette exploration. Ça m'a pris un petit peu plus de temps. Donc vous parlez des topographies, ça c'est la topographie d'une chambre. Et dans cette chambre, il y a des meubles, des tiroirs, ça va vous permettre d'enquêter. Et c'est une quête aussi en même temps, d'aller découvrir d'autres topographies, d'autres géographies. Oui, c'est vrai que c'est assez troublant parce que dans ces 2 pièces, il y avait une frontière en réalité. Et je ne savais pas encore que
toute la maladie mentale dans laquelle mon père avait sombré, la mythomanie qui avait été aussi un de ses grands problèmes dans la vie, c'est que c'est quelqu'un qui n'avait jamais pu assumer sa propre identité, qui s'était constitué des récits de remplacement toute sa vie. Et c'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je ne pouvais pas avoir de relation avec lui, puisque tout ce qu'il racontait était faux. En fait, au fur et à mesure des années, il variait les scénarios sur nos origines, sur notre identité, sur l'identité de ses parents, etc. Donc, comme aucun récit n'était fiable, j'avais décidé, moi, de prendre vraiment mes distances avec lui. Mais tout était lié à la question des frontières. Mais une autre frontière qui est celle de l'Europe, et l'Europe qui va être coupée en deux également au moment de la Seconde Guerre mondiale, d'abord par la guerre et ensuite par le rideau de fer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en explorant cet appartement, puisque dans cette seconde pièce, qui était celle où vivait auparavant ma grand-mère, il y avait ses affaires, il y avait aussi les affaires de mon grand-père. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'interrogations sur l'origine de mon nom de famille, Springora, parce que c'est un nom qui est non seulement très rare, mais j'ai découvert qu'il était en fait unique et que seule notre famille et moi, en fait, le portions. Et j'ai jamais eu de réponse à ce sujet. Et comme j'avais peu de relations avec ma famille paternelle, et notamment avec mon père, j'avais jamais pu avoir d'explication. Et dans cette chambre que j'explore, je trouve deux choses. D'abord, des photos de mon grand-père, qu'on m'avait toujours présenté comme un citoyen tchécoslovaque. Donc on m'avait dit que Springora est un nom d'origine slave, tchèque. Et on m'avait raconté toute une histoire assez héroïque de lui ayant fui à la fois le nazisme au moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Allemands, puis le stalinisme au moment de la prise de pouvoir de la Tchécoslovaquie par les communistes. Quelqu'un qui avait donc fui les deux grands totalitarismes du XXe siècle pour venir se réfugier en France. Et je découvre ces deux photos de mon grand-père que j'avais connu et beaucoup aimé, portant les insignes nazis. Donc deux photos de lui en tenue de sport, une photo en tenue d'escrime et l'autre en tenue peut-être, on va dire, une espèce de jogging, de pantalon mou avec un débardeur sur lequel, sur le plastron, il y a une croix gammée. Et donc c'est évidemment le premier choc très violent que je reçois à ce moment-là. Et l'autre chose, ce sont des papiers qui sont relatifs à son immigration et la façon dont il a obtenu un statut de réfugié politique en France, et où je peux constater quelque chose que j'avais fini par comprendre depuis quelques années, qui est qu'en réalité, notre nom n'était pas Springora, mais un autre nom, Springer, qui est un nom allemand. Voilà. Et à partir de là, vous faites toute une enquête parce que ça prend du temps. Vous cherchez et vous allez dans les Sudètes de l'époque, qui est la République tchèque aujourd'hui. Donc, il a fallu du temps pour vous. J'ai dit c'est une enquête, mais c'est une quête aussi sur les origines. Et c'est très pressant, tout ça dans tous les livres pour vous. Et j'ai l'impression que la question de l'identité, c'est quelque chose de très important pour vous. Alors, je me suis rendu compte que c'était effectivement très important pour les raisons qui sont évidentes. C'est qu'effectivement, j'étais restée comme mon père, d'ailleurs, avec une interrogation depuis toujours sur l'origine de ce nom, sur la véritable identité de mon grand-père, sur les raisons pour lesquelles il s'était exilé. Mais je dirais que ce n'est pas seulement mon identité à moi en tant que personne individuelle qui compte, mais plutôt... c'est plutôt une approche de la vérité. En fait, si j'essaye de faire le pont entre les deux livres que sont le consentement et patronyme, enfin le nom du père en espagnol, je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de déconstruire des récits qui ont été falsifiés au départ et de montrer comment justement ces mensonges sur lesquels nous construisons, quelles séquelles ils vont avoir sur notre identité, justement. Alors, je parle évidemment de l'adolescente que j'étais, qui a dû se construire avec le fait d'avoir été, évidemment, dans un premier temps abusée par un pédophile, mais ensuite d'avoir été exploitée comme personnage dans ses livres, avec une falsification totale de l'histoire, c'est-à-dire une reconstruction du récit qui présente les faits comme des histoires d'amour, donc qui transforme ce qui est un crime en autre chose, une sorte de romanticisation d'actes criminels. Et pour ce qui est effectivement de l'histoire de ma famille et de mon grand-père, c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire que j'ai grandi avec un récit familial, ce qu'on appelle le roman familial ou une légende familiale qui était totalement fausse. Et
Et je crois que ce qui était très important pour moi avec ce deuxième livre, c'est de continuer à faire ce travail, cette démarche de remplacer des récits qui sont finalement plus que des fictions, parce que c'est pas tant la fiction qui me dérange, comme l'a très bien dit hier Hernan Diaz. La fiction n'est pas mauvaise en soi quand elle elle n'a pas la prétention d'être la vérité absolue, mais qu'elle essaye de faire entendre plusieurs voix en même temps. Mais en revanche, quand les récits sont prédateur, au sens où il nous enferme dans un mensonge dès le départ, on voit bien que ça a des conséquences absolument terribles, puisque c'est de cette manière-là que d'abord le fascisme renaît, quand on l'a pas traité à la racine, quand toutes les vérités n'ont pas été dites. C'est un peu ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui, mais aussi je l'ai vu de façon clinique sur quelqu'un comme mon père, qui a grandi donc sur cette espèce de sable mouvant de mensonge premier originel de son propre père sur son identité, qui fait qu'il a développé cette maladie qu'on appelle la mythomanie, sur laquelle il y a très peu d'écrits en réalité, parce qu'elle a toujours été considérée comme un syndrome de la psychose, mais on ne sait pas très bien d'où ça vient, cette nécessité, et d'ailleurs la mythomanie, le terme même de mythomanie a été forgé par un psychiatre français, Dupré, et qui s'est tout de suite aperçu au début du XXe siècle que les personnes qui avaient besoin de s'inventer comme ça des identités de remplacement venaient toujours de familles qui s'étaient construites sur un secret absolument indicible ou inavouable. Et là, évidemment, on voit bien que la complicité avec les crimes nazis, le fait d'avoir été, comme j'ai pu le découvrir pour mon grand-père, d'avoir eu des convictions très fortes au point de s'être engagé dans la police allemande avant même que son pays soit annexé, c'est quelque chose qui, évidemment, à la libération, en 1945, en France, est impossible à dire à un enfant. On ne peut pas dire à son fils moi, ton père, j'ai été nazi, alors qu'il est du côté, cette fois-ci, des vainqueurs, qu'il grandit en France, et que, évidemment, les Allemands sont les vaincus, et qu'il y a, en 1945, le procès de Nuremberg qui va décrire comme criminels, y compris toutes les personnes qui ont eu leur carte au parti nazi, pas seulement les hauts cadres de la SS et de la Gestapo, mais la totalité des personnes qui se sont encartées au parti nazi ou au NSDAP. Et ça, c'est pas possible à dire à un enfant. Et voilà. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais la forme du livre est très particulière et très différente au livre précédent, au consentement, et des chapitres très courts. Et il y a, par exemple, vous parliez par rapport à aujourd'hui, mais il y a un chapitre court qui s'appelle l'analogie, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai l'impression que pour vous, essayer de comprendre cette période historique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est très important. Oui, c'est vrai qu'il y a une dimension, peut-être aussi de mise en garde, j'espère, comme je l'ai fait aussi pour le consentement, parce que les faits se sont aussi un peu télescopés. Il y a eu la mort de mon père, mais il y a eu aussi, en 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et au même moment, j'ai reçu une invitation donc, pour aller à Prague parler du consentement. Tout ça, en fait, s'est conjugué et j'étais déjà dans cette réflexion de voir que, comme nous tous, nous sentions quelque chose, une espèce d'immense vague brune était en train de déferler un peu partout, pas seulement en Europe, mais partout dans le monde, et de tentations autoritaires, tentations fascistes des personnes, de besoin de peut-être d'être séduit à nouveau par des modèles autoritaires. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément angoissée, l'idée de pouvoir connaître à nouveau la guerre. Et j'ai lu beaucoup de littérature de cette génération, c'est du XXe siècle, des années 20-30, de tous ces auteurs qui ont essayé de mettre en garde, d'ailleurs, le monde contre le risque de l'autoritarisme et totalitarisme. Et je suis un peu le produit de cette histoire littéraire-là qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que malheureusement, on peut se dire qu'elle n'a pas eu beaucoup d'effectivité puisqu'elle n'a pas empêché la guerre, elle n'a pas empêché 5 ans de guerre mondiale et 250 millions de morts. Mais j'ai envie de continuer à croire que la littérature a ce pouvoir. Et donc, je continue à faire ce travail qui est d'essayer de voir comment, effectivement, les faits peuvent se répéter. Alors, les historiens disent que, évidemment, l'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais c'est quand même assez troublant de voir aujourd'hui à quel point certains éléments sont quasiment similaires. Par exemple, quand j'ai découvert que le premier autodafé d'Hitler portait sur les écrits sur la sexualité des personnes trans en 1933,
Et qu'aujourd'hui, que ce soit dans le discours d'un Poutine ou d'un Trump, la question de la transidentité ou de la virilité qui doit être exacerbée, cette menace qui pèse sur la masculinité aujourd'hui dans certains discours néofascistes qui voient les progrès du féminisme comme une menace et comme il y a une angoisse de castration terrible qu'on voit et qui paraît complètement délirante aujourd'hui. Moi, ça m'étonne énormément d'entendre ce discours chez des personnes comme Trump et Poutine, qui sont des hommes politiques, qui font rentrer dans un discours politique des questions qui sont de l'ordre de l'intime. Alors on sait que l'intime est politique, mais tout de même, on parle encore des frontières, ce sont des choix qui ne regardent que chacun individuellement. Pourquoi cette obsession-là et pourquoi elle revient de cette manière-là, ça me trouble beaucoup. Et je cite d'ailleurs dans Le nom du père, un auteur que j'aime beaucoup qui est Stefan Zweig, et un livre que je trouve que tout le monde doit relire aujourd'hui qui s'appelle Mémoire d'un Européen, Le monde d'hier, où il raconte ce qu'a été l'Europe avant la Seconde Guerre mondiale, dans quelle Europe cosmopolite il a grandi en tant que jeune homme, etc., jusqu'aux années 20, les années folles, où lui-même, étant déjà un homme qui a une cinquantaine d'années, se retrouve un petit peu bousculé dans ses repères parce que toute cette jeunesse est en train d'inventer des choses complètement nouvelles, le dadaïsme, le surréalisme, le cubisme, et lui-même a un point de vue un peu, pas réactionnaire, mais un peu bousculé, voilà. Et puis, 10 ans plus tard, il se retrouve lui-même dans le camp de ces artistes qui vont être nommés artistes dégénérés. Alors lui, parce que juif, il va être déchu de sa nationalité, il va devoir s'exiler, comme chacun le sait, s'est suicidé en 1942 au Brésil, en exil, mais après avoir écrit ce livre magnifique sur l'Europe. Et je trouve que c'est très intéressant de voir comment lui-même dit les années 20, il est choqué par tous ces progrès des mœurs. Il dit oui, alors les filles couchent avec les filles, les garçons avec les garçons, les filles portent les cheveux courts, les garçons portent les cheveux longs, on n'y comprend plus rien. Voilà. Et il est gêné lui-même par le fait qu'il n'a plus de repères. Et j'ai l'impression que c'est aujourd'hui un peu ce qui est en train de se passer aussi, cette peur que nous avons quand certaines catégories sont un peu bousculées. Je dis nous, évidemment je ne m'associe pas, mais je comprends collectivement, je crois qu'il faut aussi entendre cette peur pour pouvoir combattre malheureusement ce risque de la remontée du fascisme, qui ne mène qu'à la guerre, de toute façon, parce que je pense que absolument les mêmes causes produiront exactement les mêmes effets, j'en suis absolument persuadée. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, le livre se termine aussi sur des considérations actuelles, sur le temps présent et sur ces analogies assez inquiétantes. Oui. Et on n'a pas parlé vraiment des structures de ces livres, parce que vous menez l'enquête, et chaque fois, vous terminez un chapitre, et puis les chapitres d'après, c'est un rapport avec l'enquête et vous tâtonnez beaucoup et puis on voit l'avancée de votre enquête. Oui, alors j'ai essayé d'associer le lecteur un peu comme s'il s'agissait d'une enquête policière, en fait, avec ces chapitres très courts pour que ce soit évidemment plus fluide. Mais ceci parce que ce livre, je l'ai écrit de manière très différente du consentement. Le consentement, c'est un livre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'avais mûri pendant de très longues années. Là, pour le coup, c'est un livre que j'ai écrit au contraire, au fil de mon enquête, au fil des découvertes que je faisais. Et pour revenir à la question de l'identité, parce que je crois que je n'ai pas suffisamment bien répondu, je crois qu'évidemment, il y avait quelque chose qui était très important pour moi, qui était de savoir, mais il y avait aussi l'idée de transmettre des questions qui me dépassent, bien évidemment, individuellement, qui sont celles, justement, de nos identités multiples, puisque je vois bien que ce qui inquiète tout le monde aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir être plusieurs personnes à la fois, par exemple. Et ce que je voulais raconter dans cette histoire, et qui est un peu compliqué à expliquer, c'est que mon grand-père était quelqu'un qui, en fait, tout simplement était né dans une communauté allemande, mais dans un autre pays, qui était la Tchécoslovaquie, donc avec une région frontalière à l'Allemagne. Il s'est retrouvé exactement comme les russophones du Donbass, donc ces personnes qui parlent russe mais qui vivent en Ukraine, à devoir choisir entre deux camps. Et cette impossibilité que nous avons à accepter de pouvoir être plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire cette recherche folle de pureté de l'identité ou de univocité de l'identité, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très dangereux.
Et voilà, parce que je n'ai pas bien répondu sur la question d'identité, donc j'ai fait un petit détour pour revenir là-dessus. Mais sur la question de la forme, c'est vrai que c'est un livre qui est assez hybride, et j'ai tenté quelque chose d'un peu différent, qui est à la fois de temps en temps faire des incursions dans le romanesque, parce qu'il y avait des moments où tout simplement il me manquait des informations. Il fallait remplir voilà, des blancs. j'ai dû recréer un petit peu l'enfance de mon grand-père pour comprendre comment il avait été aussi endoctriné, qu'est-ce qui avait fabriqué ce petit nazi, ce jeune homme qui va s'engager comme ça. Qu'est-ce qui fabrique un jeune fasciste, finalement? Cette fabrique-là, elle m'intéresse, la propagande, évidemment, à laquelle il a été soumis. Mais il y a aussi les lectures qui m'accompagnent, comme vous l'avez dit. Donc il y a aussi beaucoup de citations dans ce livre. Il y a le voyage, c'est aussi un récit de voyage, puisqu'il y a ce moment où je fais le voyage inverse que mon grand-père a fait, lui, d'est en ouest. Moi, je le refais d'ouest en est, et je retraverse cette frontière qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existe quand même symboliquement, parce qu'en France, c'est vrai on a été coupé, comme le disait Kundera, en fait, très bien, on a été coupé en deux par 40 ans quand même d'occupation, enfin de séparation à cause du rideau de fer. Et on connaît très, très mal, nous les Européens occidentaux, on connaît très mal nos voisins de l'Est, alors que justement à l'époque de Stefan Zweig, tous les intellectuels de ces régions circulaient, se connaissaient entre eux, il y avait une vraie communication. Et aujourd'hui, c'est aussi un des grands manques. Moi, évidemment, je milite pour que la jeunesse voyage un peu dans ce qu'on a appelé faussement les pays de l'Est, puisque d'ailleurs Kundera rappelait tout le temps que la Tchécoslovaquie n'était pas du tout un pays de l'Est, elle était en Europe centrale, que c'est la Russie qui se trouve géographiquement à l'Est. Donc il y a aussi un voyage que je fais moi-même à la redécouverte finalement de cette région dont je suis aussi originaire, mais que je ne connaissais pas, puisque mon grand-père ne m'a jamais parlé tchèque, ne m'a jamais transmis aucun récit d'ailleurs de son passé, évidemment, pour les raisons qu'on imagine. Et puis il y a aussi dans ce texte, il y a l'enquête, il y a effectivement tous mes tâtonnements, et il y a des moments aussi où je suis désespérée parce que j'ai l'impression que je ne vais plus je suis bloquée, et puis je fais appel à tout un tas de centres d'archives. Il y a aussi toute une partie presque administrative, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du titre du livre. Oui. Le titre en espagnol et en français. Voilà, en français, je l'ai intitulé Patronyme, alors que certainement est un nom en espagnol, peut-être qui ne Patronyme fonctionnait pas. en espagnol, c'est apellido. Est-ce que c'est apellido, c'est ça? Mais dans patronyme, on entend trois racines. Enfin, il y a la racine du père, évidemment, qui est très importante, puisque c'est aussi une question de patriarcat, cette histoire. C'est-à-dire comment, d'abord, qu'est-ce que le patriarcat fait peser sur les hommes? C'est quelque chose dont j'ai pris conscience, et c'était très important pour moi en tant que féministe, de pouvoir parler aussi de la masculinité, de ce que c'était qu'être un jeune homme au XXe siècle, un siècle qui est traversé par deux grands conflits mondiaux, et sur qui va peser la nécessité d'aller défendre la nation, et donc d'être un petit garçon qui naît à un moment donné comme futur soldat, et qui est donc, de la même manière qu'on dit que le corps des femmes appartient aux hommes, le corps des hommes appartient à la nation, à la patrie. Et donc dans Patronyme, je voulais qu'on entende cette racine-là de la patrie et de la dette morale que notre nom de famille dessine, c'est-à-dire une appartenance déjà à une communauté, donc une obligation de fidélité, de loyauté. Ça me paraissait très important. Voilà. Et il y a aussi dans Patronyme l'idée d'héritage, c'est-à-dire de patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage et qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je continue à entretenir ce mensonge, ou est-ce que je romps avec ce cercle vicieux qui a produit tellement de malheur au niveau individuel comme au niveau collectif? Et à titre personnel, par exemple, j'ai un fils unique, et à qui j'essaie de transmettre, depuis qu'il est né, des valeurs différentes pour qu'il puisse construire une autre forme de masculinité, justement. Et c'était très important pour moi de pouvoir déjà lui transmettre à lui cette histoire, que lui enfin possède toutes les clés, celles en tout cas que j'ai pu découvrir sur ses origines, d'autant plus que par son père, il est aussi héritier de la Shoah. Donc c'est un peu compliqué pour ce garçon qui est mon fils d'avoir d'un côté un arrière-grand-père qui a été nazi et de l'autre côté un arrière-grand-père qui est juif roumain qui a fui les pogroms. Voilà, je parlais d'identité multiple tout à l'heure, je crois que c'est ça que j'essaye de transmettre dans ce livre, cette complicité et toutes ces zones grises aussi qu'il ne faut pas nier de notre histoire. Donc si on relit les deux livres, c'est quelque part c'est rapproprié de l'histoire et aussi c'est rapproprié de votre propre histoire.
Oui, alors, effectivement, dans les deux livres, il y a cette démarche de réappropriation, mais je crois que c'est pas tant d'un point de vue... évidemment, ça compte beaucoup pour moi à titre personnel, mais je pense que c'est plus une recherche qu'on doit tous mener collectivement. C'est-à-dire, je crois que c'est très important qu'on comprenne que tout cet intérêt qu'il y a aujourd'hui sur la généalogie, sur la recherche de ses ancêtres, c'est pas juste un bienfait individuel. C'est ce qui nous permet de nous relier à notre histoire collective, encore une fois, et à ce qui fait de nous les êtres que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a une part d'inconscient de l'histoire collective qui nous est transmise justement, y compris par nos noms de famille. Beaucoup de gens... Alors, ce livre parle de la modification d'un nom, et rien que cette modification administrative, elle raconte une histoire secrète qui n'avait pas été dévoilée jusque-là, mais quand je fais des rencontres aujourd'hui en France, le nombre de personnes qui viennent me raconter l'histoire de leur propre nom de famille, c'est extraordinaire, tout ce que ça charrie comme sens, comme lien au passé. Et effectivement, ce qu'on appelle une lignée, parce que je dis dans le livre qu'un nom de famille, c'est à la fois horizontal, il y a cette dimension géographique, souvent ça délimite des appartenances régionales, géographiques, et puis il y a évidemment le côté vertical, c'est-à-dire tout ce dont on hérite de notre lignée, et notamment les hommes, puisqu'encore une fois, je le rappelle, en tant que femme, la particularité que nous avons, c'est que nous n'avons pas de nom. Souvent, les femmes me disent, en France, puisque depuis assez peu de temps, on a le droit de transmettre, contrairement à vous, latino-américains, on a le droit maintenant de transmettre le nom de la mère à l'enfant, mais c'est très récent. Mais souvent, les gens me disent, non, mais moi, je ne porte pas de patronyme, je porte un matronyme, le nom de ma mère. Et je leur dis, oui, mais votre matronyme, c'est le nom de votre grand-père. Donc, de toute façon, les femmes, nous avons ce côté un peu magique. Nous sommes des êtres peut-être naturels de ce point de vue-là, dans le sens où nous ne sommes pas encore rentrés dans le symbolique, au sens où nous portons le nom des hommes qui sont nos pères, puis nos époux, et nous avons toujours été l'objet de transactions, d'échanges d'une famille à un autre, et ça nous donne quelque part une certaine distance vis-à-vis peut-être du nom, justement, de cette appartenance, peut-être un peu plus que les hommes. Les hommes, vous héritez vraiment de façon très verticale d'une appartenance à laquelle il faut être fidèle, évidemment. Et ça va donner aujourd'hui, par exemple, moi je disais récemment, ayant des amis juifs, des amis arabes, on voit bien aujourd'hui que c'est très compliqué quand on porte un nom qui vous rattache à une histoire collective, d'avoir un regard un peu distancié sur les événements qui mettent en jeu évidemment des identités qui sont en train de s'affronter. Aujourd'hui, c'est pas si simple que ça, et moi je veux surtout pas faire de morale, je sais que c'est pas si facile que ça, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était ça, c'est qu'il fallait faire ce travail de distanciation. C'est important de connaître son histoire, mais c'est important aussi de pouvoir s'octroyer le droit aussi de rompre avec certaines obligations vis-à-vis de ses ancêtres. On n'est pas toujours obligé d'être dans la dette. On a le droit à un moment donné d'avoir une liberté critique vis-à-vis de ses ancêtres, vis-à-vis de sa famille notamment. Mais aussi, un livre peut faire changer et évoluer les choses. On revient sur les consentements. Il y a quelque chose de très important qui est arrivé en France. Votre livre a fait évoluer et changer les choses. Oui, alors ça, c'est un moment absolument bouleversant. Alors, il y a peut-être des avocats ici dans la salle. Moi, j'ignorais que quand on est juriste et qu'on travaille sur des projets de loi, il y a ce qui s'appelle le préambule. Et dans le préambule, souvent, les juristes s'appuient sur des textes qui, pour le coup, ne sont pas des textes juridiques, mais des textes qui peuvent être des textes littéraires ou des choses qui viennent de la société civile, on va dire. Et ça a été une émotion extraordinaire pour moi de découvrir qu'en 2021, il y a eu un changement de loi donc, sur le consentement des mineurs et qui s'est écrit avec en préambule un extrait du consentement. Alors, pour moi, c'est vraiment la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un auteur ou à une autrice, d'avoir à un moment donné cette possibilité de changer un petit peu la société et les mœurs. Je crois que là, ce qui s'est passé, c'est très important parce qu'il y avait, alors pour l'expliquer, je ne sais pas comment est l'état de la loi ici, en tout cas en France, la majorité sexuelle était donc depuis très longtemps à 15 ans, mais en revanche, il y avait un tas de faits divers qui se produisaient où des adolescentes ou adolescents qui avaient été abusés par des adultes, s'ils étaient considérés comme consentants en dessous de la majorité sexuelle, leur agresseur
n'était pas incriminé, pouvait échapper complètement à une condamnation judiciaire. Et donc, cette loi qui a été modifiée donc en 2021, elle instaure un seuil de non-consentement automatique en dessous de 15 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut plus demander à un mineur s'il était consentant ou non en dessous de 15 ans. C'est à l'adulte de savoir qu'en dessous de la majorité sexuelle, il n'y a pas de consentement possible d'un enfant. Et ça, c'est évidemment un progrès énorme, parce que c'est quelque chose que je vais raconter beaucoup dans des rencontres. J'ai trouvé le titre de mon livre, Le consentement, grâce à une histoire qui s'est déroulée justement en 2017 et qui a été pour moi plutôt mon MeToo, enfin le MeToo auquel je me suis identifiée évidemment, qui était un fait divers français, l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui avait été abusée qui avait été violée par un de ses voisins et qui, quand elle est rentrée chez elle, a tout de suite raconté à sa mère ce qui lui était arrivé. Sa mère a été absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle l'a emmenée au commissariat, elle a porté plainte pour viol, c'est-à-dire qu'elle a mis les mots exacts sur la réalité de ce qu'avait vécu sa fille. Et c'est le parquet du Val d'Oise qui a requalifié la plainte en simple atteinte sexuelle, ce qui n'était pas du tout la même gravité, parce que la petite fille ne s'était pas débattue. Donc elle a été considérée comme consentante. Et ça m'a paru hallucinant, parce qu'elle avait 11 ans, évidemment. Donc ça, aujourd'hui, ça n'est plus possible, ça ne serait plus possible. Donc c'est un progrès, évidemment, énorme. Et je suis très fière que mon livre, comme celui d'ailleurs de Camille Kouchner, La Familia Grande, ait contribué à cette modification de la loi. Donc, vous savez, on peut continuer pendant très longtemps, mais je crois qu'il y a des questions. Et il y a un micro qui va circuler, je pense. D'ici, on ne voit pas grand-chose, en fait. Donc, et simplement, je vais vous demander, si vous posez des questions, d'être les plus courts possibles, s'il vous plaît. Hola Vanessa, muchas gracias. Te felicito por tu libro y por la valentía. Y quisiera preguntarte si la reconstrucción de tu historia familiar y de la identidad que encontraste por el lado de tu familia paterna y asimismo haber podido denunciar a tu abusador en este libro y haberlo podido encarcelar en ese libro, ¿te ha permitido reparar a esta niña y a esta adolescente que no pudo ser niña y no pudo ser adolescente? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je sais que l'intitulé de la rencontre tournait autour de la question de la reconstruction qu'on n'a pas finalement abordée. Et moi j'attendais la question. Oui, et je sais que... alors, une autre autrice qui est présente dans ce festival, qui s'appelle Neige Sino, que vous avez peut-être entendu parler déjà aujourd'hui, on a à peu près le même discours sur la question. C'est-à-dire moi, je ne pense pas du tout que l'écriture puisse permettre de se réparer soi-même. Je pense que ça aide de mettre à distance peut-être de soi un certain nombre d'événements traumatiques, mais c'est pas ça qui répare. Ce qui m'a le plus réparé pour moi, c'est le soutien de l'opinion publique, et ce dont on vient de parler aujourd'hui, c'est d'avoir un pouvoir, tout d'un coup, de pouvoir modifier non seulement les mentalités, le regard sur les violences sexuelles qui sont commises sur les mineurs, mais aussi de voir que la littérature a encore ce pouvoir-là, de faire changer les consciences et faire évoluer les mentalités. Ça c'est évidemment une grande satisfaction. Mais pour revenir à la petite fille que je suis obligée d'avouer que j'ai plutôt fait un travail en parallèle, qui est un travail psychologique avec des thérapeutes pendant un certain nombre d'années, et qui font que j'ai pu écrire ce livre. Je crois que si je n'avais pas fait ce travail auparavant, je n'aurais jamais été capable d'écrire ce livre. Ça, c'est... Voilà. Mais alors, pour aller jusqu'au bout dans la réponse, c'est vrai que le livre, pour ceux qui l'ont lu, je ne nomme pas directement Gabriel Matzneff, il a une initiale. Comme moi, d'ailleurs, je ne me nomme pas, je mets juste une initiale, V et G pour lui. Et c'était très important pour moi parce que, vous voyez, ici, par exemple, au Chili, personne ne connaît Gabriel Matzneff, personne ne me connaît non plus. Donc, et comme je le racontais à midi, au Japon, par exemple, il y a des personnes qui lisent ce livre aujourd'hui, qui ne savent absolument pas qui est Gabriel Matzneff, mais qui peuvent s'identifier parce qu'elles ont vécu des histoires similaires avec d'autres agresseurs. Et donc, moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est pas tant d'avoir enfermé la personne même de Gabriel Matzneff dans un livre. J'ai jamais été dans une démarche de vengeance ou de revanche, mais c'est plutôt de créer des archétypes, des personnages universels auxquels
les lecteurs et les lectrices puissent s'identifier. Et voilà, ça c'est le plus important pour moi. Ensuite, Gabriel Matzneff, malgré tout, il se trouve qu'il a été quand même déchu d'un certain nombre de ses droits. Ses livres ont été retirés de la commercialisation, même pas à mon initiative, mais c'est son éditeur qui a décidé finalement de ne plus publier du tout ses livres. Donc je pense qu'il y a eu finalement une forme de châtiment social, on va dire, a posteriori, bien qu'il soit très âgé aujourd'hui. Mais encore une fois, je n'ai jamais été dans une logique de revanche. Ça, c'est quelque chose que j'ai réglé toute seule, d'une autre manière, en thérapie. Voilà. Ici, on ne voit pas grand-chose. Je précise sur la question de la reconstruction. Muy simple. Sí. Hola. Hola. Acá, al otro lado. Parce que, Ok. Dime. Muchas gracias por tu relato. La verdad que es impresionante escucharlo. Aún en lo personal me quedo como la capacidad de escribir como un acto de reconstrucción precioso para la simpleza de las cosas cuando tenemos que reflexionar o cuando tenemos que entender cómo debemos vivir. Pero aún así te hago una pregunta muy simple, que también nos pidieron, que no logro entender, que es ¿por qué el libro se llama El consentimiento? Quizá explicar lo que en español el consentimiento es la aceptación de algo, la aceptación de un tratamiento, la aceptación de querer hacer alguna situación o que haga alguna situación. Pero me queda la duda de por qué un menor de edad, y quizá tiene una relación completamente distinta, podría consentir. Ahí tengo una duda con el nombre y el título del libro. Eso. Ok, gracias por esta pregunta. Moi, ce que je voulais dire, c'était pour répondre juste à mon premier élément, c'est que je dénigre pas du tout le fait qu'on puisse se reconstruire en écrivant, mais je pense que malgré tout, ce que je veux dire par là, c'est que les faits d'abus sexuels que les mineurs ont pu vivre dans leur enfance, c'est quelque chose avec quoi ils doivent vivre, qu'on ne peut pas effacer. Voilà, c'est juste ça ce que je voulais dire, c'est que le livre, parce que souvent il y a des questions qui disent « Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant que vous avez écrit ce livre ?» C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas parce qu'on a écrit le livre qu'on se sent mieux. Je pense qu'on apprend peut-être davantage à vivre avec ce trauma, mais ce qui donne de la force, c'est les lecteurs qui vous disent qu'on vous aide, enfin que écrire a permis à d'autres lecteurs de les aider eux-mêmes à mieux comprendre leur propre histoire. Et ça m'aide beaucoup. Voilà, je voulais juste préciser ça. Pour le titre, sur le consentement, alors je l'ai dit, tout est parti de cette affaire, mais c'est un terme juridique. Alors je ne sais pas s'il est employé aussi en espagnol. Il y a deux termes, juridique et moral, oui. deux définitions. Oui. C'est vrai que la première acception du consentement que j'ai trouvé en France, c'est absolument terrible. C'est quelque chose qui s'appelait au Moyen-Âge la lettre de consentement, et ça a duré très très longtemps jusqu'au 19e siècle. C'était ce que je vous disais tout à l'heure, la lettre qu'une famille, donc un homme, un père, donnait sa fille en mariage à une autre famille, et avec la dot venait ce qu'il appelait une lettre de consentement, et on voyait bien que en fait, la personne la plus concernée, c'est-à-dire la femme, qui allait être l'objet de cet échange, son consentement n'était absolument pas sollicité. Mais ça s'appelait quand même la lettre de consentement, donc consentement au fait de donner sa fille à une autre famille. Voilà. Ça, c'est la première occurrence que j'ai vue. Ensuite, il y a eu, chez les stoïciens, en philosophie, il y a effectivement la dimension morale qui est d'accepter quelque chose qui vous dépasse complètement, qui est plus grand que soi. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette dimension-là du terme, parce que chez les stoïciens, l'archétype de cette acceptation, c'est la mort. Voilà, on est obligé d'accepter quelque chose contre quoi on ne peut rien. Voilà. Et finalement, pour moi, cette rencontre avec Gabriel Matzneff, ça a été une forme de petite mort, une mort au sens, une mort symbolique, quelque chose qui a tué en moi l'amour, qui a tué en moi l'innocence, un certain nombre de choses. Et je trouvais que c'était intéressant de faire référence à ce double sens du consentement. Et ensuite, il se trouve qu'aujourd'hui, le terme, alors que ce n'était pas du tout le cas quand j'étais jeune, est devenu vraiment peut-être même le pivot de toutes les relations sexuelles et sentimentales des jeunes gens aujourd'hui, enfin de la jeune génération. Et c'est évidemment capital qu'un partenaire sexuel puisse s'assurer du consentement de son autre partenaire dans toute
les pratiques, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est quelque chose qui, avant, n'était jamais dit. Parce que, par définition, d'ailleurs, les femmes devaient toujours plutôt dire non, parce que si elles disaient oui, elles avaient l'air d'être soit des prostituées, soit des filles faciles, soit... Enfin, culturellement, chez les femmes, il y avait l'obligation de commencer par dire non. Apprendre à dire oui, déjà, enfin, pour savoir pour les femmes, et pour les hommes aussi d'ailleurs, pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, savoir que savoir dire non, c'est aussi pouvoir dire oui à certaines pratiques et dire oui, ça j'ai envie, ou non, ça j'ai pas envie. Donc la question du consentement dans les relations amoureuses, les relations sentimentales et les relations sexuelles, pour moi, je trouve que c'est évidemment un progrès immense qu'elle soit aussi répandue, ce qui n'était pas du tout le cas. Moi, je n'avais jamais entendu ce mot de consentement quand j'étais jeune. Jamais on m'a dit, mais est-ce que tu étais consentante ou pas consentante? Est-ce que tu veux bien faire ci ou ça? Jamais. Et d'ailleurs, il y a une question, je ne sais pas si on vous a posé cette question déjà, des gens de ma génération, plus vieux, beaucoup se disent, oui, peut-être il y a 30, 40 ans, on n'a pas été à la hauteur. Peut-être ils ont réfléchi sur sa propre histoire. Il y a beaucoup de garçons, j'ai discuté avec des amis, on s'est dit, peut-être à ce moment-là, on n'a pas dû faire ça. Oui, alors je sais que beaucoup d'hommes aujourd'hui relisent leur propre histoire d'amour ou pas d'amour d'ailleurs, de leur vie sexuelle. Et c'est très bien, tant mieux s'il y a ce petit examen de conscience, de la même manière que beaucoup de femmes aussi sont venues me dire, sans avoir été victimes de viol, mais m'ont dit, même votre livre, moi, m'a parlé parce que je me suis rendu compte qu'à certains moments de ma vie, je ne m'étais pas posé la question de mon consentement. Et que c'est peut-être ça le grand progrès aussi d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse déjà s'interroger soi-même, avant même d'interroger son partenaire, sa partenaire, de savoir moi-même qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends de cette histoire. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est très important de pouvoir aussi faire une sorte de réexploration de son passé, et c'est peut-être ça qui va nous permettre de progresser, je l'espère encore, vers un peu plus d'égalité. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, devant. Hola, bonjour. La mía es bien cortita. ¿Pensaste alguna vez volver a tu apellido? Como un sentido así como de realidad. Ah, merci beaucoup pour cette question. Oui, c'est vrai que... alors, quand j'ai écrit Le Consentement, il se trouve que c'est le premier livre que j'ai écrit, et je l'ai écrit avec mon propre nom. Et celui que j'ai toujours porté, mais je m'étais posé la question de prendre un pseudonyme parce qu'évidemment je savais que c'était un livre qui allait énormément m'exposer moi-même, et je n'étais pas sûre d'être prête à être capable de ça. Et je m'étais posé la question du pseudonyme. Et après je me suis dit, mais non, si finalement le but de ce livre c'est aussi de me réapproprier mon histoire et d'être dans la vérité beaucoup plus que ça, c'était le cas dans les livres de Gabriel Matzneff, je ne peux pas me cacher derrière un pseudonyme, il faut que ce soit complètement moi. Donc j'ai décidé d'écrire sous le nom de Springora. Les gens me connaissent aujourd'hui sous ce nom. Aujourd'hui, maintenant, je sais que le véritable nom de mon grand-père, c'était Springer. Mais Springer, c'est son nom de nazi. Et moi, je n'ai pas du tout envie de porter ce nom-là. Donc, et surtout, je me dis, finalement, mon grand-père a changé de nom pour maquiller son passé, mais aussi, symboliquement, pour peut-être ouvrir une page blanche pour ses descendants qui ne sont pas responsables de ses faits et gestes à lui, donc mon père et moi, aujourd'hui, la nouvelle génération. Et donc ce nom Springora, c'est un pseudonyme, c'est un nom d'emprunt, mais au fond, donc j'ai pas eu besoin finalement d'en choisir un autre. Et ironiquement, ce nom va disparaître après ma mort, puisque en fait mon père et mon oncle, son frère, ont eu chacun 2 filles. Et nous n'avons pas transmis, je n'ai pas voulu transmettre mon nom à mon fils parce que j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, voilà, avec ce nom. Et donc je ne voulais pas qu'il porte ce fardeau, ce qui fait que ce nom va disparaître et je trouve que c'est très bien, comme ça. Voilà. J'essaye, tant qu'il existe encore, d'en faire quelque chose d'intéressant. Et votre père a ressenti ça ou pas? Parce que c'est le nom du grand-père. Si mon père qu'il avait quelque chose qu'on l'avait caché aussi. Il n'était pas au courant du tout, votre père. Non, mon père m'a raconté 1000 fables sur notre nom, donc il savait qu'il y avait quelque chose. Il savait, à un moment donné, il m'a même donné une partie de la vérité, puisqu'il m'avait raconté quand j'étais petite qu'on était des anciens aristocrates et qu'on avait un château dans les Carpates, qu'on avait été spoliés par les communistes, etc. Et
il se rapprochait puisqu'il m'avait quand même dit le nom, il m'avait dit Springer, mais comme si on était des aristocrates, Springer von Karlsbad, quelque chose comme ça. Et après, comme je savais qu'il était mythomane et que tout ce qu'il racontait était faux, j'ai toujours pensé que c'était faux. Et en réalité, là, il y avait une petite part de vérité déjà. Et vous parlez allemand, pas du tout? Pas du tout. Et quand vous prenez les métros, alors les métros, il avait un nom particulier, toutes les stations de métro. Toutes les stations de métro, à un moment donné, il avait un nom particulier. Ah, en Tchéquie? Tchéquie, oui. Ah oui, mais là, c'était en C'est Tchéquie. sympa. Ah oui, ça, c'est la partie comique. Il y a un petit peu d'humour dans ce livre, quand même, c'est vrai. Ça n'est pas qu'une histoire terrible. Non, mais c'est vrai que quand j'ai fait cette enquête, je l'ai faite avec des moyens qui étaient de historienne amateur et enquêtrice amateur. Et en plus, je ne parlais ni tchèque, ni slovaque, et ni allemand. Donc, c'était quand même un petit peu compliqué. Et il n'y avait pas encore ChatGPT aujourd'hui, mais j'aurais pu aller tellement plus vite si j'avais eu cet outil-là. Et j'ai voyagé donc comme ça avec mes propres moyens. Je me suis retrouvée en Tchéquie, effectivement, à devoir traverser d'abord la Bohème et ensuite la Moravie, qui est la région d'où venait mon grand-père. Et j'ai dû prendre un train. Et à chaque station, je voyais toujours le même nom, qui était Vychod. Et j'étais persuadée que toutes les villes s'appelaient Vychod en Moravie. Jusqu'à ce que je regarde sur mon traducteur en ligne, j'ai compris que ça voulait dire sortie. Voilà. Mais effectivement... C'était bon, ça fait partie. Je me moque un peu beaucoup de moi dans le livre. Il y a beaucoup d'auto. Il y a pas mal d'humour d'ailleurs, mais c'est une façon de prendre à la distance aussi. Oui, c'est ça, mais parce qu'il y a beaucoup d'autodérision, parce que je sais qu'évidemment, je me lance dans une entreprise dont je suis pas du tout à la hauteur en fait, mais c'est avec beaucoup d'amusement aussi parce que je suis accompagnée par un certain nombre d'auteurs tchèques que j'aime beaucoup, dont on n'a pas le temps de parler ici, mais il y a une petite bibliographie tchèque et il y a un humour très particulier. D'abord, il y a un surréalisme tchèque et il y a un humour tchèque, un humour noir qui est vraiment très, très, très spécifique et qui m'accompagne dans le livre. Et pour conclure, quel livre a été le plus dur à écrire, le premier ou le deuxième? C'est toujours Odysseus que le deuxième livre est très difficile à écrire. Je dirais quand même le premier. Oui. Oui, parce que le premier me concerne plus directement. Dans celui-là, je suis un petit peu plus en retrait. Je parle finalement davantage de mon père et de mon grand-père, qui sont ces deux figures masculines qui sont mes ascendants. Mais moi, je suis un peu plus en retrait, donc c'était plus facile d'écrire celui-là. Oui, mais lorsqu'il y a un succès aussi important, le deuxième aussi est attendu, et chaque fois aussi c'est... Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'ai pris mon temps pour ça. Et j'ai pas voulu céder à la pression de vouloir tout de suite réécrire un livre. Et je crois que j'ai bien fait, puisqu'il a été très très bien accueilli, ce deuxième livre en France. Et c'est pour moi le plus important, c'est d'avoir aussi été acceptée, pas seulement comme autrice d'un témoignage, mais aussi comme autrice d'un livre littéraire. Et contente d'être venue ici au Chili, à Valparaiso, pour parler à Puerto de Ideas. Oui. Ben, ça, c'est absolument merveilleux. Et c'est aussi un des pouvoirs de la littérature, c'est voilà, pouvoir voyager, c'est pour moi sentir qu'il y a une telle familiarité, une telle solidarité. Je sens beaucoup de sororité aussi avec les femmes. J'ai deux éditrices qui sont peut-être dans la salle ici aussi. Et voilà, de sentir qu'on partage tous les mêmes inquiétudes, on travaille tous sur les mêmes thèmes, on essaye avec la littérature de porter un peu ces messages-là, même si j'aime pas forcément le terme de littérature, un message, mais on va tous un peu dans le même sens. Et pour moi, que ce livre me fasse voyager aussi, c'est un cadeau exceptionnel, oui. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à partager. Merci beaucoup. Merci.